Hello my little Frenchies, welcome et bienvenue pour un nouvel épisode de la French Touch, le podcast 100% français présenté par Mervyn Govry, moi-même donc. Et c'est un podcast dans lequel vous aurez l'impression de parler, de discuter, de rigoler directement avec un Français. Je m'appelle Mervyn. Je suis né à Paris, j'y ai grandi toute ma vie et à présent je vis à Montréal, ça fait environ 5 ans et voilà, j'ai décidé de commencer par une chaîne YouTube et ensuite une page Instagram et maintenant je me lance dans le podcast où durant une trentaine de minutes environ, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec la langue, les accents, les expressions, différents aspects de la langue, les mots, le vocabulaire, etc. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2 et dans les prochains épisodes, sachez que, et c'est une annonce exclusive, il y aura des interviews faites avec des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers la communauté Instagram et sur Reddit. Également des gens très sympathiques qui montrent beaucoup de soutien et d'amour tout simplement envers cette démarche qui est d'enseigner le français d'une autre façon. D'accord, vous avez par exemple, vous avez des dizaines, des centaines de chaînes sur YouTube qui vous enseigneront les bases du français, du vocabulaire, de la conjugaison, ces choses-là. Et vous avez les livres aussi qui vous sont proposés dans les écoles lorsque vous apprenez le français, dans les petites classes ou pour beaucoup d'Américains, beaucoup de Nord-Américains qui apprennent, et en Australie également, j'ai oublié de le préciser, beaucoup d'élèves apprennent le français à l'école et au lycée, high school, et après, donc ils aiment ça. Ils adorent ça, mais par manque de pratique, puisqu'ils ne fréquentent pas beaucoup de Français, forcément dans leur entourage, donc ils n'ont pas ou plus l'occasion de discuter en français, de se familiariser avec les nouveaux mots, les nouvelles expressions ou les classiques de la langue française. Et c'est dommage. Et moi, j'aimerais redonner goût au français à ces gens-là. Et peu importe que vous soyez débutant total. Donc voilà, vous avez l'occasion, par exemple, grâce à YouTube, aujourd'hui, grâce à la technologie, vous avez l'occasion, par exemple, de revenir 10-15 secondes en arrière dans le podcast ou de mettre pause ou de ralentir la vitesse de lecture sur YouTube lorsque vous regardez ou lorsque vous m'écoutez. Donc, j'aimerais vraiment que vous vous immergiez dans ce podcast, à écouter le son de ma voix si mélodieuse. Mais c'est surtout vraiment pour vous habituer avec le rythme et l'ensemble des aspects qui forment la langue française. Je suis moi-même un grand amoureux de la langue française et j'ai vraiment du mal parfois à me dire qu'il existe d'autres types de français. Mais c'est heureusement le cas. Il y a beaucoup de variétés, beaucoup de variantes. J'habite à Montréal depuis 5 ans et je peux vous dire que le français ici est très, très différent. Même parfois déroutant. Et c'est pour ça que je m'efforce de fournir un maximum de contenu sur Instagram et sur YouTube et maintenant bientôt sur iTunes et Spotify avec le podcast afin de faire que les gens apprennent les bonnes bases. Voilà. Mais pas avec du vocabulaire trop basique et trop avancé non plus. Et ça vous permet de savoir aussi à quel moment et pour quel mot, quelle expression faire les liaisons, par exemple. Donc voilà, j'ai pris quelques minutes pour vous expliquer un peu le but de la démarche. Alors aujourd'hui, épisode 2,
La French Touch, nouveau podcast 100% français, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de la réputation française. La French Touch, pour ainsi dire, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait que des millions de personnes sont amoureux du français, des Français, de la France? Qu'est-ce qui fait que la France se démarque parfois à l'étranger en termes de culture et les aspects qui font que la France a quelque chose de spécial. Ce n'est pas un pays où tout est parfait, où tout est idéal, bien entendu, et les récents événements plus politiques vraiment qu'autre chose en France font que cette image est parfois un peu ternie. Mais lorsqu'on va au plus profond de la culture française, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont influencé les autres cultures. Beaucoup de mots et d'expressions, par exemple, que vous pouvez retrouver en Amérique du Nord, ici aux États-Unis ou au Canada. Et lorsqu'on y voit de plus près, on se rend compte que le français est très présent. La langue française est très présente, en fait, dans la construction de beaucoup de mots. Et alors aujourd'hui, on va parler un peu de cette culture française, celle qui plaît tant à l'étranger. Premièrement, on va parler de la littérature. La littérature, même si je déplore le fait que les gens lisent de moins en moins. Et en y regardant de plus près, j'ai revu mon approche et ma critique parfois un petit peu des nouvelles générations, et je me suis aperçu que c'était loin d'être le cas. Les gens lisent même, et les statistiques le prouvent, mais le fait est que les gens lisent d'une façon très différente maintenant. Les gens utilisent beaucoup de livres audio, les gens lisent sur des tablettes, sur des appareils spéciaux, genre, je sais pas, Kindle, et beaucoup d'appareils, beaucoup de livres électroniques. Et je me suis rendu compte bêtement que moi-même, je passe parfois des heures et des après-midi entières à lire. Et je me replonge parfois dans les classiques français, les grands classiques français de ce qui fait la littérature française, par exemple, avec des grands auteurs tels Victor Hugo. Victor Hugo est l'auteur français le plus connu ici en Amérique du Nord. Ensuite, on a tout ce qui est Émile Zola, Guy de Maupassant, avec des romans tels Bel Ami. Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris, Les Misérables. Émile Zola est un auteur que j'apprécie très particulièrement, puisqu'il dépeint, il décrit la situation et la vie française vraiment au plus profond, c'est-à-dire vue de l'intérieur d'une famille française de l'époque, du début du XVIIIe siècle, et du XIXe siècle, pardon. Et c'est très très intéressant vraiment de savoir les habitudes de vie, les endroits où les gens vivent, ce qu'ils endurent dans leur emploi, dans leur travail, et la façon dont ils se nourrissent. Et c'est parfois très triste, puisque... c'est triste de voir que les gens vivaient dans une misère abominable et devaient lutter, souffrir chaque jour pour nourrir leur famille, leurs enfants et survivre. Ce qui fait qu'ils étaient sujets à beaucoup de maladies, beaucoup d'infections, beaucoup d'épidémies. Et l'espérance de vie dans ces cas-là était vraiment très très faible. Et là où je veux en venir, c'est que le vocabulaire, les expressions, les mots utilisés sont tellement forts, reflètent véritablement la situation au plus profond, et c'est passionnant à lire. En une page d'Émile Zola, vous allez apprendre, par exemple,
vraiment tellement de mots, d'expressions, de sens. Et au niveau de la syntaxe, vous allez faire des progrès énormes si vous vous plongez dans la littérature française avec des romans d'Émile Zola, par exemple. C'est passionnant. Les histoires sont intéressantes, le vocabulaire utilisé est idéal. Il est vraiment idéal pour augmenter son champ lexical. Le champ lexical, c'est-à-dire le nombre de mots et d'expressions que vous allez pouvoir utiliser pour exprimer une même idée. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Moi, j'y ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis de progresser beaucoup à l'écrit en français. Chose très importante parce que c'est une chose de savoir bien parler le français, mais c'est là où vraiment vous pouvez vous démarquer, là où vraiment vous pouvez faire de gros progrès en français, c'est dans l'écriture. Lorsque vous êtes capable d'orthographier un mot vraiment de la meilleure façon qui soit, sans faire de faute, être capable de faire une dictée française vraiment sans aucune faute, avec la ponctuation, les mots, les accents, les terminaisons, les liaisons, sans se laisser prendre au piège par toutes les terminaisons. Et par exemple, les lettres muettes, les différentes façons d'exprimer un même son. Par exemple, pour exprimer le son O, on a minimum 3 façons. Avec la lettre O, ensuite on peut l'écrire AU, on peut l'écrire EAU, et donc déjouer les pièges de la langue française, c'est un accomplissement extraordinaire, c'est considérable, et c'est vraiment là où vous allez vraiment aimer et vous familiariser de plus en plus avec cette langue. C'est passionnant, vous allez adorer ça. Et plus vous pratiquez, plus vous vous familiarisez, mieux cela sera. Et je ne peux que vous conseiller de vous rendre dans les bibliothèques les plus proches et demander des livres de Victor Hugo, d'Émile Zola, Guy de Maupassant, qu'est-ce qu'on a encore, Montesquieu, tous ces auteurs-là. Si vous voulez, je peux vous mettre une liste d'une dizaine de livres que vous pouvez trouver sur Amazon en bas. Je mettrai ça dans la description. Si vous voulez, aucun problème, vous avez juste à cliquer, ça vous amènera sur la page et aucun problème, vous pourrez avoir une idée vraiment de ce qu'est la puissante littérature française. Et la littérature française, alors on a les grands auteurs de romans, mais on a également, et ce sera mon deuxième point, c'est-à-dire les philosophes. Les philosophes et les grands savants français. Alors on a tous les anciens philosophes que sont Diderot, Descartes, Montesquieu. Par exemple, je prends ces trois-là parce que ce sont les trois icônes de la philosophie française. Et pas seulement, parce qu'on les considérait plutôt comme des savants dans la mesure où ils ne faisaient pas que de la philosophie. C'était des philosophes, des théologistes, c'était également des scientifiques. Si on prend quelqu'un comme Descartes, René Descartes a écrit certains des livres les plus influents de la culture française, de la culture littéraire, philosophique et scientifique française. Les principes de Descartes en philosophie sont encore utilisés maintenant comme des armes redoutables pour avoir des débats autour de la science, de la religion, la découverte du soi profond, la découverte de l'être humain au plus profond de soi. Et c'est passionnant, c'est vraiment très 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 intéressant. Et on a René Descartes, on a Charles Montesquieu avec les lois. Alors tout ça, ce sont des références que je peux vous mettre dans les descriptions pour que vous en sachiez plus. Et c'est passionnant, c'est vraiment intéressant. Alors après,
Je ne vous conseillerais pas de débuter. Vraiment, si vous débutez dans la langue française, c'est un vocabulaire vraiment très riche, très complexe. Et déjà, les Français qui sont nés en France ont déjà du mal parfois à se familiariser, à se plonger là-dedans, parce que c'est vraiment du vocabulaire et des expressions riches. Et donc, se plonger là-dedans, lorsque vous commencez, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Mais au fur et à mesure que vous faites des progrès, que vous progressez dans la langue française ou que vous avez déjà une bonne base, c'est idéal, vraiment, pour amener ces connaissances à un niveau nettement supérieur. Et ne pas se contenter de ce que vous pouvez trouver, par exemple, dans les applications qui enseignent le français, à se contenter des bases du type, le soleil est jaune, la mer est bleue, le ciel est bleu et l'herbe est verte. Dans les applications, souvent, on reste coincé pendant des semaines, voire des mois avec ce type de vocabulaire-là. Et vraiment, si vous voulez aller plus loin, vous plongez dans la culture française, allez dedans. Et mettez-vous à lire ces livres-là et vous verrez que vous allez en apprendre énormément. Alors, là, on est passé à travers la littérature et la philosophie. On a aussi la cuisine. La cuisine. Les grands chefs français sont tellement nombreux. Alors, on a tous les grands cadors. Les grands cadors, ça veut dire vraiment les figures emblématiques de la cuisine française. On a Alain Ducasse, Bernard Loiseau. On en a énormément, mais ce sont vraiment les deux plus connus. On a Charles Bocuse. Et alors, comment est-ce qu'on mesure l'impact et l'influence et la renommée de ces chefs? Tout simplement avec un guide qui est maintenant un guide universel, qui s'appelle le guide Michelin. Michelin. Le guide Michelin, c'est celui qui référence les meilleurs restaurants et cafés, bars, enfin tout ce qui a trait à la nourriture en France. Il y a des classements et il y a des étoiles qui sont distribuées. On peut avoir 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Et les chefs dont je viens de parler, Alain Ducasse, Bocuse et Loiseau, sont des chefs 3 étoiles. 3 étoiles, c'est-à-dire vraiment, comme on dit, la crème de la crème. Et ce sont vraiment les chefs les plus connus et les plus copiés, souvent. Alors, il fait un petit peu noir, je vais juste mettre un petit peu de lumière. Voilà, une lumière toute jaune, mais c'est une lumière. Bon, bref. Donc voilà, ces chefs-là ont créé et ont inspiré des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'autres chefs à travers le monde entier. Le monde entier sait que la France est connue pour sa cuisine. Il y a beaucoup de plats, de recettes qui sont imités, jamais égalés, mais qui sont imités ou revisités. Ça, c'est un mot très très utilisé dans la cuisine à travers le monde. On revisite les classiques de la cuisine française. Et c'est intéressant de voir à quel point la culture française est présente dans ces pays-là. C'est dans tous les pays, même ici à Montréal. Alors, revisiter vraiment au plus profond, ici à Montréal, puisque vraiment on déconstruit la cuisine française pour en faire vraiment quelque chose de typiquement local. Soit chacun voit midi à sa porte, c'est une expression typiquement française, mais liée à la cuisine encore une fois. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la culture française, la cuisine française est très très diversifiée. Ça va passer par... Enfin, lorsque je parle de diversification, je parle de vraiment certaines branches spécifiques qui font la richesse de la cuisine française. On a des chefs qui sont
spécialisés dans les pâtisseries. Certains chefs sont spécialisés dans les viennoiseries, d'autres dans les desserts en tout genre, et d'autres dans la cuisine en général. D'autres sont spécialisés dans la cuisine abstraite, vraiment où on va, comme je l'ai dit encore une fois, j'ai utilisé ce mot, on va déconstruire des plats et en faire vraiment quelque chose de très atypique, très spécial, très unique. Unique. On ne dit pas très unique, ça ne veut rien dire. Et c'est intéressant. On a des chocolatiers, des gens qui vouent leur existence, leur vie, passent des concours, font des compétitions dans le domaine du chocolat. Il y a même le salon du chocolat en France, le salon de la pâtisserie, le salon du dessert. Il y a des salons en tout genre en France, et plus particulièrement à Paris, mais il y en a pour tous les goûts. Et je pense que c'est une expression adéquate lorsqu'on parle de cuisine. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas que la cuisine française, ce n'est pas quelque chose de global qui englobe tout. Non, vraiment, il y a beaucoup de spécialités. Okay, c'est comme ici, par exemple, en Amérique du Nord, lorsqu'on parle de viennoiserie, lorsqu'on parle de... on va utiliser le même mot qui est pastry, French pastry, pour décrire un croissant, par exemple, et un millefeuille. Okay, et ce n'est pas le cas en France. En France, on va faire une distinction vraiment nette entre la pâtisserie, donc qu'est-ce que j'ai utilisé, le millefeuille, et le croissant, qui fait partie de la viennoiserie, qui est une viennoiserie. En France, ça n'a rien à voir. En France, lorsque vous allez dans une boulangerie, il y a un coin pour les viennoiseries, tout ce qui est croissant, pain au chocolat ou chocolatine, chaussons aux pommes, pain au raisin. Et on a le coin avec tous les desserts, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu entendre peut-être, millefeuille, opéra, éclair au chocolat, religieuse, le Paris-Brest, etc., etc. Vraiment, on a le coin des desserts et le coin des viennoiseries. Si on veut aller encore plus loin, dans les desserts, il y aura les tartes et les gâteaux, par exemple. Ça fait partie des desserts, mais c'est encore deux sous-catégories. C'est très très intéressant. Mais il faut le savoir. C'est intéressant lorsque vous vous plongez dans la culture française. Si vous voulez apprendre le français par la culture, par les spécialités françaises, il faut savoir de quoi on parle. Okay, il faut savoir si on parle de pâtisserie, de viennoiserie, de tarte, de gâteau, de dessert. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui fait que le monde entier aime ces distinctions-là, ces spécialités, aime le fait de savoir qu'il existe des gens qui se spécialisent dans une catégorie et qui vouent leur vie, leur existence à cette catégorie. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la pâtisserie, la cuisine à la française. Maintenant, on a l'art, le domaine artistique français. Je vais prendre l'exemple du musée du Louvre. Je suis retourné en France il y a 1 an à peu près, et j'ai eu l'occasion de me replonger dans le musée du Louvre. À chaque fois que j'y vais, moi, ça me procure des émotions vraiment très très fortes, et j'adore ça. C'est vraiment un endroit où je pourrais y passer la journée. Et j'avais l'occasion de le faire lorsque j'étais plus jeune. Mais encore une fois, lorsqu'on parle de l'art français, ce n'est pas seulement un domaine qui englobe tout. Lorsqu'on va au musée du Louvre, il y a différentes sections selon que on veut aller visiter la section qui concerne la sculpture, où on va avoir des statues, des monuments,
vraiment de toutes les tailles, de toutes les origines. Ça peut être d'origine romaine, d'origine grecque, d'origine égyptienne, etc. Après, on a tout ce qui est la peinture. Dans le domaine de la peinture, on va avoir des tableaux italiens, espagnols, typiquement français. C'est tellement beau. Il n'y a pas seulement des tableaux peints sur des murs que l'on accroche sur des tableaux que l'on accroche au mur. Il va y avoir des peintures au sol, des peintures au plafond, des plafonds recouverts vraiment de génie artistique. Lorsqu'on est capable de peindre une fresque sur un plafond qui fait gigantesque, je ne pourrais vous donner un ordre de grandeur, mais c'est tout simplement gigantesque, énormissime. On se sent tellement vraiment tellement petit, on a l'impression d'être une fourmi à côté de la splendeur et la grandeur de ces tableaux. C'est passionnant. Les mots me manquent pour décrire vraiment l'ampleur de ces travaux et du génie que cela demande. Génie, mais qui demande beaucoup de travail aussi. Donc on a la peinture, la sculpture, on a tout ce qui a trait au dessin, et évidemment, toutes les esquisses, les brouillons, tout cela est exposé au musée du Louvre. Et c'est tellement intéressant. Et selon les pays, par exemple, on a des sculptures qui viennent d'Égypte, on a des peintures qui viennent d'Italie. Alors, chaque peintre, et on a tout ce qui vient de France, vraiment typiquement des grands peintres comme Rembrandt, comme le Renoir et Rembrandt sont les deux plus classiques et les deux plus connus en France. Et donc de voir les courants artistiques par lesquels sont passés ces artistes, c'est vraiment très 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 intéressant. Donc voilà un petit peu pour faire un tour de tout ce qui a trait à la culture française, ce dont on parle à l'étranger, pourquoi la France est connue, ce qui fait la French Touch, ce qui fait la réputation française. Donc on a l'art, la cuisine, on a de quoi j'ai parlé au début, la littérature, la philosophie, et ensuite on peut parler on va juste fermer ce podcast en parlant de musique. La musique, grand classique de la chanson française, on a tous les grands artistes tels, on a Charles Trenet, on a Charles Gainsbourg, on a Édith Piaf, Mireille Mathieu, c'est vraiment, on a les Johnny Hallyday par exemple dans le domaine du rock and roll. Ensuite on a toutes les nouvelles générations, vraiment comme on a Amel Bent. Ensuite on a les chanteurs et chanteuses francophones. Il y a les chanteurs vraiment typiquement français, mais on a les grands chanteurs français. Et c'est passionnant de voir par exemple des artistes américains qui font des samples de grandes chansons françaises, chansons typiquement françaises, hein, vraiment des années 50, 60, et qui sont reprises avec des versions hip-hop ou avec des versions rock'n'roll. Et c'est intéressant de voir l'impact de ces artistes-là. On a les chanteurs par exemple, on a Claude François, qui est un chanteur qui est mort tragiquement dans sa salle de bain avec un sèche-cheveux qui s'est malencontreusement retrouvé dans sa baignoire. Il est mort électrocuté, mais c'est vraiment, on a des chanteurs qui ont fait les grandes années de la réputation musicale française à l'étranger, des chansons qui se sont
retrouver dans le monde entier, surtout à l'époque des années 60, 70, à l'époque du disco. On a Dalida, par exemple. Dalida a produit certains des tubes disco les plus emblématiques et elle s'est retrouvée l'icône de la communauté homosexuelle maintenant. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Des fois, il y a des courants qui se forment sans avoir à donner aucune explication. Donc c'est tout simplement le cas. Pour Dalida, on a aussi l'icône des chansons pour les enfants. On a Chantal Goya. Chantal Goya a produit certaines des chansons les plus emblématiques, des plus célèbres dans les chansons pour enfants, comme Ce matin, un lapin a tué un chasseur, ou Bécassine, c'est ma cousine, ou j'en passe et des meilleurs. Il y en a énormément. Donc voilà un petit peu pour cerner un peu la réputation française, parce que lorsqu'on apprend le français, lorsqu'on n'est pas très familier avec la culture française, on se demande d'où vient cette réputation française, ce qui fait que les gens sont charmés par le français, sont attirés par la langue française. Donc on a tout le côté romantique. Et le côté romantique passe justement par la musique, par l'art, la cuisine, la philosophie, la littérature. Donc lorsqu'on maîtrise un petit peu tout ça, on comprend beaucoup mieux l'impact de la culture française à travers le monde. Donc voilà pour cet épisode. Il y en aura beaucoup d'autres. Vous aurez l'occasion de découvrir le français à travers d'autres personnes, comme je l'ai dit au début, à travers des interviews de personnes très très intéressantes. Vous allez en apprendre beaucoup dans les semaines qui suivent. Donc en attendant, je vous souhaite un bon apprentissage, bon courage. N'hésitez pas à réécouter, à revoir la vidéo ou à réécouter le podcast. À vous le passer lorsque vous vaquer à vos occupations quotidiennes, et j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos, d'autres podcasts régulièrement. Donc restez connectés, et en attendant, je vous souhaite bien du courage dans votre apprentissage et je vous dis à très bientôt.